On va commencer. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 34e Cafinaire What Else, les webinaires des acteurs de la santé et environnement dans les territoires. Je suis Stéphanie Favre, donc je travaille au CEREMA. Au CEREMA, j'ai entre autres des missions d'animation sur la santé et environnement dans le cadre du Plan national santé et environnement. Des actions qui sont dédiées à la valorisation des collectivités, des actions des collectivités en santé et environnement. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau témoignage. Aujourd'hui, ce sera ma dernière animation d'un Cafinaire What Else, et après l'été, vous retrouvez d'autres collègues qui vont prendre le relais. Donc aujourd'hui, je suis un peu émue de faire le fil rouge de ce dernier Cafinaire, mais je suis à la fois très heureuse car c'est un témoignage qui me tient à cœur que je vais vous présenter. Alors pourquoi il me tient à cœur particulièrement? Déjà, c'est un bel exemple. Donc c'est le titre du Cafinaire, c'est Juvignac, de la ville fonctionnelle à la ville relationnelle. Et c'est un bel exemple qu'il est possible de passer de la théorie à la pratique. La ville fonctionnelle, ça peut être un peu conceptuel. Pour moi, je l'ai rencontré pour la première fois, ce concept, dans un article du Monde. Et puis après, il y a un ouvrage complet de Sarah Lavadino. Donc on reparlera de Sonia Lavadino. On reparlera d'elle tout à l'heure. Donc la ville fonctionnelle, c'est un peu une ville conçue pour la voiture, pour être une ville qui doit être rapide, qui doit être fluide, qui doit être efficace, qui est à l'opposé de la ville, de ce qu'on appelle la ville relationnelle, qui veut donner plus de poids au lien social. Et tout ça, ça doit être une injonction, on ne doit pas avoir comme injonction de créer du lien, et ça met en valeur le rôle que les villes ont à jouer pour rendre possible cette création du lien. Et au-delà du concept, ça se raccroche vraiment à des enjeux de santé environnementaux qui sont très 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 forts. Un des déterminants de santé qui est aussi notre santé mentale. Et cette santé mentale est aussi très fortement influencée par les aménagements du quotidien, donc par la conception de nos villes ou de nos villages, qui impactent directement ou indirectement nos choix de déplacement, nos choix de lieu de vie, où est-ce qu'on va habiter, où est-ce qu'on va travailler, où est-ce qu'on va faire ses achats, où est-ce qu'on va organiser nos loisirs. Et donc comment, à partir de ces choix d'organisation, on crée du lien avec nos voisins, dans notre quartier. Et c'est un sujet que je voulais avoir l'occasion de saisir lors d'un Cafinaire. Donc c'était terminé par faire un dernier Cafinaire sur Juvignac. C'est une formidable opportunité de parler de ce sujet. Et c'est d'autant plus important que d'autant plus plaisant que cette expérimentation, elle n'est pas réservée aux grandes villes ou aux pays étrangers. Dans l'article du Monde, on cite Lyon, on cite des villes en Suisse qui se sont intéressées à ce concept et qui ont voulu mettre en œuvre ce concept pour leur ville. Là, Juvignac, on est sur une ville de moins de 15 000 habitants. Elle est décrite par la presse locale dans l'article comme une ville dortoir avec un urbanisme un peu brouillon. Donc c'est dans ces villes-là aussi qu'il est indispensable d'agir de manière originale, pour libérer la pensée. Et le projet de monsieur Jean-Luc Savy, qui est notre interlocuteur aujourd'hui, c'est nous voulons faire de Juvignac une ville où il fait bon vivre, une ville où il fait bon se rencontrer, où il fait bon discuter. Donc monsieur Jean-Luc Savy, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, qui est le maire de Juvignac, avec qui bien sûr je vais passer le micro pour qu'il puisse se présenter. Il sera là aujourd'hui pour nous prouver que ces réflexions, elles ont du sens et elles font sens dans une ville de cette taille-là. Et la dernière raison, donc pour laquelle c'est aussi très plaisant d'être là aujourd'hui avec vous, c'est que ça va être un format inhabituel, donc il n'y aura pas une présentation classique avec des messages clés et des échanges. On va tester le format interview, donc avec Jean-Luc Savy qui va prendre la parole. On va se poser des questions et il va nous présenter son point de vue de manière spontanée. Vous êtes libre aussi de poser des questions dans le chat, bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Et voilà pour le déroulé global de ce Cafinaire. Donc de manière très logistique, pour parler brièvement, on est ensemble pendant 1 heure à peu près.
On prend, comme je l'ai dit, toutes les questions en cours d'entretien, en cours d'interview, soit par le chat, soit vous pouvez lever la main et prendre la parole avec les micros. Vous pouvez allumer vos micros. C'est enregistré. On a commencé l'enregistrement il y a maintenant 7 minutes parce que tous les cafinaires sont diffusés en replay. Et si vous avez un souci technique, j'ai ma collègue Clotilde Malan qui est là pour nous aider. Je vais juste passer très très vite sur le contexte avant d'attaquer sur notre sujet du jour. Donc le contexte, on est dans le cadre du plan national santé-environnement. Le CEREMA intervient dans le cadre de ce plan, il mène plusieurs actions, notamment un site internet pour valoriser les actions des collectivités en faveur de la santé-environnement, une communauté sur expertise territoire et donc des cafinaires qui s'appellent les cafinaires What Else, avec les prochains rendez-vous de ces cafinaires qui vont s'afficher bientôt. Ça, c'est vous avez tous les replays. Les cafinaires, donc vendredi 26 septembre, on aura le parc naturel régional du golfe du Morbihan qui viendra nous parler de l'effet levier des petits projets. En octobre, ce sera Lille qui viendra nous présenter une OAP transversale et comment, à travers cette OAP, on arrive à mettre les principes du PLU en action sur les sujets de santé environnementale, le bruit, les nuisances, les pollutions. Et enfin, on aura le 28 novembre, on partira en Alsace avec un cafinaire en lien avec l'association Plantes et Cités sur le sujet de réduire les expositions des populations aux pesticides. Quels sont les leviers des petites communes? Voilà pour notre programme de l'automne et bien sûr vous avez ici les adresses, les contacts. Si vous voulez nous contacter, vous êtes les bienvenus. Donc je vous propose de commencer. Je vais peut-être laisser Monsieur Savy se présenter d'abord avant de lancer la partie interview. Je vous laisse vous présenter. Vous nous faites l'honneur de prendre votre temps aujourd'hui pour présenter cette expérience de Juvignac. Je vous laisse 2 minutes vous présenter et puis on commencera avec les questions pour parler vraiment du sujet qui vous tient à cœur. Oui, merci Madame Favre, déjà de votre accueil, vous et puis vos collègues du CEREMA. L'honneur, il est pour nous, puisqu'effectivement, on travaille avec plaisir avec le CEREMA tout au long de l'année. J'imagine qu'on est toutes les communes de France à le faire, donc c'est nous qui sommes honorés de pouvoir répondre à vos questions aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous de votre accueil. Moi, je suis Jean-Luc Savy, maire de la commune de Juvignac depuis 2014, donc c'est le 2e mandat. Je termine le 2e mandat de la ville de Juvignac. Ce n'est pas un métier que d'être élu, c'est un honneur, là aussi, un engagement pour moi, qui suis à la base ingénieur chimiste, inspecteur des finances publiques, et puis aujourd'hui donc maire pour cette fonction républicaine. Que dire si ce n'est qu'effectivement Juvignac est une commune dont on va parler et qui engage 14 000 habitants à peu près, on est 13 780. Donc moi qui je suis, effectivement un des acteurs avec mes équipes d'élus, on est 33, et administratifs, 240 agents qui travaillons pour la ville de Juvignac. Et je précise simplement qu'elle jouxte la ville de Montpellier par l'ouest, faisant donc partie de la métropole de Montpellier qui compte 31 communes globalement situées autour de la ville-centre montpelliéraine. Alors, on a parlé de la ville relationnelle. Qu'est-ce que ça recouvre, cette notion pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi vous avez fait ce choix pour la ville de Juvignac? Eh bien, effectivement, nous avions à cœur de pouvoir répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'urbanisme brouillon. Ce terme est tout à fait intéressant. Nous, on l'appelle débridé. Juvignac, c'est la 6e commune de France en explosion démographique entre 2005 et 2013. Nous, on arrive en 2014 avec la volonté de briser une course folle, un élan débridé, justement, et brouillon. Le raisonnement à la parcelle des promoteurs, on le connaît, il marche très très bien, mais il morcelle la ville à la fois symboliquement, géographiquement, etc.
Et nous avions besoin de réintroduire une centralité humaine, quelque chose qui relève de la convivialité, du lien entre les quartiers, donc entre les habitants, mais aussi entre les générations, entre les usages de la ville, qu'ils soient pédagogiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient de l'ordre du travail. Donc la ville relationnelle dont on parlera, c'est une ville des usages et des liens avant tout, et non pas seulement des formes qui reposent sur la quotidienneté, le micro-séjour, le mouvement, à la fois individuel, l'importance de l'activité physique, parce que Sonia Lavagno, vous en avez parlé, disait c'est la chaise qui nous tue. Donc ça, c'est propre à notre individualité. Et puis, le mouvement collectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se rencontre de manière plus sensible dans l'espace public, réapproprié, réenchanté par les habitants, pour les habitants. Au final, pour retrouver de la cohésion sociale, de la cohésion urbaine, et notamment finalement de la rencontre de ce qui est différent de soi. Et c'est ce qui permet pour nous d'être le ciment de la République. Vous aviez fait appel, comme vous l'avez dit, à Sarah Lavadino. Est-ce que vous pouvez nous dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle a apporté de particulier, de singulier dans la manière pour vous de voir la ville et surtout de vouloir la construire ou la reconstruire? Oui, alors Sonia Vadigno est une anthropologue urbaine et géographe suisse que j'ai rencontrée par hasard il y a 2 ans et demi, 3 ans dans un congrès des chercheurs en activité physique et sportive à Montpellier qui voyaient ces chercheurs venir toute la France pour l'écouter. Moi, je l'ai découverte dans ces questions de reconquête de l'espace public, de mouvements physiques dont je viens de parler. Elle a beaucoup travaillé sur la marchabilité des villes, la question des transitions des villes fonctionnelles. Vous avez parlé tout à l'heure de la ville fonctionnelle, c'est une ville où on va d'un point A à un point B à un point C tous les jours le plus vite possible, le plus rapidement possible, avec un temps de vie qui n'est pas un temps de vie entre ces points A, B, C, le lieu de la culture, le lieu du travail, le lieu de l'école, le lieu du collège, le lieu de l'institution, et retrouver de l'épaisseur de vie au temps de trajet du matin, du soir, etc. Donc ça vient chercher l'espace centré sur les relations, la convivialité. Comment est-ce que dans mon temps de trajet, je peux retrouver finalement des générations différentes. Je peux avoir envie de jouer, moi enfant, pour aller chemin faisant à l'école, autrement qu'en voiture, parce qu'on va sauter dans des flaques, grimper à des arbres, rencontrer des copains au passage. Donc ça joue sur la santé, ça joue sur le bien-être, parce que la végétalisation, parce que la ludification, parce que l'ombre et la fraîcheur. Donc Sonia Lavadino travaille avec des collectivités petites et grandes, vous l'avez dit, hein, ça peut être Montréal, Nancy, Genève, Paris, mais aussi des opérateurs type RATP ou autres grands opérateurs. Elle enseigne à l'ENS Lyon, Genève, voilà, et elle défend 7 figures de ville, dont la ville de dehors, la ville à mi-génération, la ville ludique. Enfin, il y a comme ça 7 figures de ville qu'on peut retrouver sur Internet, et qui met l'accent justement sur ces micro-événements dans l'espace public pour activer les proximités, la cohésion sociale. Donc c'est ce qu'elle appelle le concept de la ville relationnelle. Et pour passer de ce concept à la mise en pratique, j'avais lu que vous aviez beaucoup travaillé avec vos équipes et dans nos préparations, on a échangé aussi avec vos équipes. C'était quoi sa méthode de travail pour finalement convaincre que cette nouvelle forme de penser la ville, elle peut aussi s'incarner. Il y a des leviers pour agir. Comment elle a travaillé avec vous, avec vos équipes? Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que les théoriciens, on les connaît. J'ajoute que Sonia Alvadino a une formation de psychologue aussi, donc elle est multicarte, mais au-delà de la théorie, on avait évidemment l'ambition de pouvoir traduire dans l'espace public ce qu'on vient de dire. Donc elle a su nous démontrer par sa méthodologie de travail comment elle pouvait être à l'origine et à l'alpha et l'oméga d'une certaine orchestration d'un chaînage qui permet l'opérationnalité dans l'espace public de manière très concrète dans l'aménagement qu'on vient d'évoquer. Donc elle sait s'entourer de certains partenaires privés comme publics pour pouvoir les proposer dans la démarche. Donc en termes de méthode de travail, elle nous a permis l'acculturation pendant plusieurs mois, à la fois l'équipe des élus, l'équipe des directeurs, des chefs de service, des chargés de mission mobilité, donc de la ville de Juvignac, pour pouvoir travailler, et j'ajoute aussi les grands acteurs privés qui sont sur la commune. On a un hypermarché en plein centre de la ville, on en reparlera.
pour nous acculturer avec ces concepts dont nous avons parlé, donc à la fois sur le terrain, de manière immersive, donc déambulation, observation, films, photos, élus, techniciens, mais aussi les maîtres d'œuvre et les entreprises, de sorte que chacun, nous puissions arpenter le terrain et traduire de manière déjà dans nos observations, finalement mesurer combien les habitants, on parlait de la manière dont les habitants se rapproprient ou pas l'espace public. C'est quoi une ligne de désir pour un piéton qui sort de l'école? Est-ce qu'il va en perpendiculaire sur un passage piéton? Non, il a tendance à aller en diagonale. Bon, c'est un peu tout ça qui montre le travail de Sonia dans sa méthode, c'est-à-dire travailler à partir des ressentis, des usages de tout un chacun dans la ville, sans parti pris, sans jugement. Donc c'est là-dessus qu'on a vraiment euh, pris le temps d'un temps de travail à la fois pour, vous voyez, un directeur de la culture et de l'événementiel, il est venu dans ces temps de travail. La directrice des solidarités est venue aussi dans ce temps de travail. Il fallait que finalement il n'y ait pas de déconnexion et que chaque direction ou chaque élu travaille, vous savez, en silo bien souvent. Ben là, c'est quelque chose qui est assez transversal finalement, cette fibre relationnelle, parce qu'elle vient toucher à toutes les politiques publiques. Mhm. On montrera quelques photos tout à l'heure, mais d'abord, est-ce que sur le fait de convaincre déjà vos équipes en interne, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des freins? Est-ce qu'il y a des moments où il y a eu des doutes sur ce cheminement collectif pour avoir un projet qui finalement bouleverse aussi les habitudes des services? Euh, Est-ce que Oui, vous oui. pouvez nous parler de ces C'est-à-dire, difficultés? il fallait trouver une manière d'avoir un regard commun, un langage commun sur un vocable, un regard, des réflexes administratifs, politiques, hein, puisqu'effectivement tout est mêlé. Vous avez compris que les élus et les agents et techniciens avaient travaillé main dans la main. Donc effectivement, avec au départ des doutes et des questions de la part de chacun selon sa sensibilité. Mais effectivement, en même temps, beaucoup de joie et d'enthousiasme, en tout cas ressenti de la part des groupes, sur effectivement enfin quelque chose qui mettait le doigt sur l'opérationnalité d'une théorie. Donc, y compris pour les techniciens les plus fins en termes d'aménagement et d'espace public, ou au contraire, chefs de service très éloignés de ces questions-là, il y a eu comme ça une demande de lâcher prise au fond et d'acceptation de ne pas tout maîtriser, de faire confiance à un processus qui marchait dans d'autres villes, hein. Donc, Mhm. au final, pour une vision partagée véritable qui existe aujourd'hui dans la ville, qui se décline aussi, parce que je n'ai pas parlé du service de la communication, mais qui se décline évidemment dans la manière dont on communique auprès des 14 000 habitants, mais pas que, puisqu'on a fait travailler aussi Sonia Vadigno, on l'a lancé sur la ville de Montpellier un petit peu pour, non pas travailler avec la ville de Montpellier, mais en tout cas pour converger et échanger avec notre ville voisine sur ces questions de connexion piétonne ou bien en tram en bus. Donc il fallait qu'on ait comme ça quelque chose de beaucoup plus large. Donc ça a été plutôt une communauté de pensée assez rapidement réussie, je l'estime en tout cas en 2025, comme tel. Propose, on a quelques images, quelques vues. Je propose de les partager et de vous inviter à nous les commenter pour que ça s'incarne un petit peu, pour qu'on ait quelques visuels pour ancrer aussi les concepts dans la réalité de Juvignac. Donc je vais vous partager le document. Donc on a la localisation de Juvignac La ici. première image, c'est un quartier dense de la ville de Gignac, qui est une ville, je ne l'ai pas précisé, mais Ouais. essentiellement pavillonnaire à la base, Mhm. et qui a été, et on parlait de démographie galopante. Vous voyez un exemple, la photo du haut, qui est une nouvelle centralité très dense, avec devant nous 1700 logements, quand même, c'est pas rien, un tiers de logement social, une grande place de 6000 mètres carrés, et donc effectivement faire vivre à la fois le quartier pour lui-même, on voit des commerces alentours, et voilà, mais aussi dans sa liaison avec le reste des quartiers pavillonnaires, 9 quartiers juxtaposés, qui avaient, de manière débridée et brouillonne, comme vous l'avez dit, émergé pendant 20 ans. On a justement, vous me disiez cette photo particulièrement qui pour vous est très éloquente. Oui, alors effectivement, on voit avant-après, hein, classiquement. À droite, sur la première photo, la mairie de Juvignac, en tout cas sa façade avant. Et puis sur la gauche, l'école initiale,
la première école des 4 qu'on a aujourd'hui sur la gauche de la photo. Et au milieu, l'axe central qui est l'ancienne nationale 109 qui reliait Montpellier à Toulouse, Clermont-Ferrand et Paris. Donc on sortait de Montpellier par cet axe. Et de chaque côté, vous n'aviez ni école ni mairie, mais vous aviez des boîtes à chaussures artisanales, commerciales, enfin ce qu'on peut connaître dans les sorties de ville, entrées de ville. Juvignac, c'est une entrée de ville, sortie de ville. Je ne l'ai pas dit, mais il y avait 50 habitants en 1960. Donc là, on est dans les champs, dans les vignes, dans cet espace-là, traversé par la nationale. Aujourd'hui, c'est un espace de vie, mais malheureusement fréquenté par une vitesse, par l'absence de la possibilité de la biodiversité des publics entre l'école et la mairie, on le voit. Et donc dessous, après, avec les schémas déclinés par les équipes opérationnelles, l'équipe de Baseland qui travaille avec Paris, avec pas mal de... Enfin, Lyon, c'est des Lyonnais, hein, Baseland, travaille en partenariat avec Sonia Lavadino, qu'on a lancé en marché public évidemment, et bien vous avez l'image de ce qui pourrait advenir dans quelques temps, avec une délinéarisation de l'ancienne nationale, un espace beaucoup plus contraint pour la voiture, mais beaucoup plus ouvert pour le piéton, pour le cycliste on en voit, mais aussi pour la fraîcheur, l'ombre, la place de la végétalisation. Et on voit qu'on fait sauter aussi la clôture, ce qui sépare le piéton de la voiture. Le concept quand même, Sonia Lavadino nous a dit, mais plus vous mettez de barrières entre l'espace public, enfin dans l'espace public entre le piéton et la voiture, plus vous donnez à la voiture de la vitesse et moins vous donnez au piéton la possibilité d'être prioritaire sur l'espace transversal. Il faut raisonner de bord à bord, dans les rues commerçantes, il faut raisonner comme on le fait ici, bord à bord, pour faire sauter les verrous et donner, d'un point de vue cognitif, une carte mentale qui soit celle de la transversalité et non pas de le caractère longitudinal. Donc ça, c'est l'exemple pour moi assez réussi d'un des nœuds stratégiques de la ville, puisqu'on est effectivement au cœur de la ville ici, entre la mairie et l'école, ancienne nationale, comment on transforme la carte mentale, mais aussi physique, on le voit bien dans l'espace ici sous nos yeux, où on peut donner aux opérateurs derrière de conception, paysagistes, voirie, etc., végétalisation, ludification, on le voit aussi sur le côté de la page où on donne aux enfants la possibilité de jouer quasiment à un endroit où il y avait une nationale. Eh bien, peut-être ça peut faire peur aux parents, aux familles, mais au fond, dans les espaces où vous avez, et là je ne l'ai pas dit, une zone réglementée à 20 km/h, là vous pouvez mettre autre chose que du noir au sol et créer un espace où le piéton est prioritaire. Réglementairement, à 20 km/h, on peut imaginer ce type de lieu sur une distance d'environ 300 mètres qui donne un coup de frein, mais dans tous les sens du terme, à la voiture. Est-ce que vous voulez qu'on examine les autres points, les autres points sensibles de la ville, notamment ceux-ci? Voilà. En préparation, vous Ici, on m'aviez a parlé aussi de donc, ces points. la centralité de la ville qui forme une forme de triangle là, avec sur les 4 carrés rouges l'ancienne nationale. Et ces 4 carrés rouges représentent 4 nœuds d'acupuncture, elle appelle ça comme ça, Sonia Lavadino. À droite, vous avez la ville de Montpellier. À gauche, vous avez la campagne, on va dire, et l'autoroute. Eh bien, comment est-ce que par le jeu de cette ville relationnelle mise en mouvement, eh bien, on a la possibilité de redonner de l'épaisseur de vie au temps de trajet, de l'envie de nous déplacer différemment le long de cette nationale, aujourd'hui très peu fréquentée d'est en ouest par les piétons. Demain, parce qu'elle est amie de toutes les générations, parce que c'est la ville du dehors, parce que c'est la ville de la rencontre, parce que c'est la ville comestible et commerçante, ou bien ludique. Bon, ça, ce sont les 7 figures de ville que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut aller voir la théorie de Sonia Alvadino. Eh bien, on arrive à décliner un espace où la voiture est moins en transit en plus, parce que je ne l'ai pas dit, mais là on a 3 quarts de transit le matin qui vient de la moyenne vallée de l'Hérault dans la ville de Montpellier pour aller travailler. Demain, on a un espace rendu aux piétons. C'est un des exemples de cartographie qu'on peut travailler avec les services, les techniciens et les élus, et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans et demi déjà. On avait d'autres priorités ou concepts aussi. Est-ce que vous souhaitez en parler?
Très rapidement, le confort climatique, on sait qu'avec Sonia Vagnon, mais aussi avec Baseland, travaille beaucoup sur le confort climatique du changement d'aujourd'hui. Le végétal d'aujourd'hui ne tiendra pas 50 ans, donc dans le sud de la France où nous sommes, nous avons besoin de travailler différentes essences, donc le confort climatique à la fois pour enfin, si on veut de l'ombre, eh ben, c'est quelle ombre pour qu'elle tienne dans le temps. La traversée, on en a parlé à l'instant, c'est comment le piéton est rendu dans ses lignes de désir prioritaires sur les voitures, dans certains espaces sur quelques centaines de mètres. Le séjour et les sociabilités, c'est ce qui fait corps et c'est ce qui donne corps à l'expression de la différence et de la rencontre. La ville de la rencontre, c'est effectivement deux personnes qui ne se seraient jamais vues se retrouvent dans un espace commerçant ou culturel ou bien devant l'école et y resteraient. Elle dit, Sonia Vadigno, les parents font l'aller-retour à l'école le matin le plus vite possible. En fait, non, il faut que les parents aient envie parce que peut-être ils partent un peu plus tôt, parce que l'enfant part un peu plus tôt, parce qu'on ira un peu plus tard au travail, avoir envie de rester un petit peu plus longtemps autour de l'école, peut-être quelques minutes pour discuter avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs, pareil sur les lieux publics, les soirées publiques, les événements, etc. de la ville. Donc le micro-séjour sur un banc, devant une fontaine, bien devant un jeu, c'est mobilisateur de la cohésion sociale, donc c'est hyper important. C'est pas le tout de le dire, il faut aussi l'aménager et l'orchestrer dans la spatialisation de l'espace. Et la biodiversité des publics, c'est ce que je viens de dire au fond, c'est comment des CSP++ au bord du golfe, on a un golfe à Juvignac, 18 trous international, rencontrent des espaces plus denses et dont la sociologie est pas tout à fait la même, voire la langue. Donc c'est important de pouvoir croiser à la fois la carte scolaire, puisque 4 écoles, 4 cartes scolaires, un collège, et en même temps de Mhm. pouvoir offrir dans l'espace public la possibilité à ces publics de se rencontrer. Ils ne l'auraient peut-être pas fait dans d'autres circonstances. Mhm. On voit qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours, il y a beaucoup d'éléments qui sont en germe dans votre réflexion. Est-ce qu'il y a une action ou un type d'action dont vous êtes particulièrement satisfait ou qui vous tient particulièrement à cœur? Effectivement, peut-être la rue Parc que nous sommes en train d'établir, alors on n'a pas de Mhm. carto, pardon, mais qui effectivement est un espace reliant à la fois deux quartiers, la centralité de la ville, et en même temps un collège qui ouvre ses portes en septembre 2025. Donc le département de l'Hérault nous fabrique un et donc cette rue Parc, c'est le concept de Sonia Vigno qui est décliné à la fois de manière ludique, où on met beaucoup de jeux sur un bras armé vert couvert de pins Mhm. existants. Réduire l'espace de la voiture, donner la possibilité à l'accessibilité, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour nous, rendre la ville accessible, on a la chance d'avoir une ville récente, donc davantage accessible, on va dire, que d'autres, et de Mhm. pouvoir, rue Parc, amener la possibilité d'attirer des publics nord-sud. Vous savez que la commune de Juniac est très est-ouest en voiture, donc nord-sud, pour aller vers le collège ou bien vers l'ancienne place centrale de la ville de Juniac, dans le quartier des Garrigues. Et donc, on est assez fiers de pouvoir la lancer là, en ce moment, avec les équipes de la métropole de Montpellier qui sont réglementairement en charge de la voirie des 31 communes, les équipes de Sonia Lavadino ou bien d'Esquisse Paysager, d'autres entreprises avec qui nous travaillons également comme partenaires. Donc on est assez fiers de lancer ça pour profit des habitants et fiers aussi de la concertation qu'on a pu mener avec eux parce qu'évidemment on embarque toujours les habitants dans des concertations, on fait rien sans eux. Donc sous forme de forum expo dans des maisons des projets, on peut présenter finalement ce dont on peut, ce qu'on peut proposer aux habitants, ils viennent l'amender, le dire oui, non, ça il faut changer, etc. On recueille les données, on les transforme et derrière on décline. Donc là, la déclinaison, elle s'effectue en 2025 sur cette rue Parc des Alouettes. Mhm. D'accord. Donc, il faut qu'on vienne visiter Juvignac-Camp pour voir les réalisations. Il faut faire. Vous pouvez venir évidemment là fin 2025 pour observer ça, mais c'est aussi par exemple des équipements publics qui servent de relais, de relais à cette ville relationnelle. Par exemple, quand on fait un espace ludique et sportif, on a Mhm. décliné. Le collège vient sur un stade de foot, donc le stade de foot, on l'a déplacé à côté d'une école. Mais c'est pas qu'un stade de foot qu'on a déplacé, c'est en utilisant le concept de la ville relationnelle, imaginez les agences d'athlétisme, une terrasse ludique et intergénérationnelle sur l'arrière, propice au handicap aussi, qui entoure l'école. Donc c'est un lieu qui devient une centralité pour la rencontre dans l'espace, dans l'esprit de la ville relationnelle, pardon, dans un espace barycentrique de la ville de Juniac, qu'on n'a pas sous nos yeux, mais faites-moi confiance, et qui relie les 9 quartiers pour les familles le soir, le week-end, en dehors de l'école, bien pendant le temps de l'école et du collège où
les enfants vont pouvoir s'en emparer, bref. Donc c'est créer un nouveau lieu de lien où on a envie peut-être de passer le matin, de s'attarder le soir autour de l'école, dont on parlait tout à l'heure. Donc on ne crée pas un équipement public, hors le concept de la ville relationnelle tel que je viens de le décliner. Il est toujours dans nos réflexions parce qu'on est acculturé à ça. Nous, quand je dis nous, c'est les techniciens et les élus. Et donc dans la communication auprès des 14 000 habitants. Il me semble qu'il y avait un autre point dans votre réflexion aussi, dont on a parlé pendant nos échanges préparatoires, c'est aussi la question du commerce. Donc là, on a parlé des écoles, on a parlé des familles, on a parlé éducation, sport et déplacement, mais il y avait quand même aussi un gros enjeu autour du commerce et comment on intègre le tissu commercial existant à cette réflexion. Est-ce que je propose de diffuser l'image qu'on a regardée tout à l'heure, qui est assez parlante, et vous laisser nous la commenter, parce qu'il y a aussi une réflexion très intéressante autour de ce sujet. Oui, bien sûr, pendant qu'on met l'image, il faut rappeler que Juvignac, dans sa centralité, occupe plutôt un hypermarché, occupe la place centrale de la ville de Juvignac, historiquement, là, sous nos yeux, là. Donc on a sur la gauche, alors c'est inversé, on a une vision depuis le nord là. À gauche se trouve la ville de Montpellier. Le long de cet hypermarché qu'on voit sous nos yeux, c'est l'ancienne nationale qui part à droite vers Toulouse. Bon. Et donc vous avez sous nos yeux l'exemple d'une densité commerçante très importante. Il y a plusieurs dizaines de commerces à l'intérieur, dont un hypermarché de la marque Intermarché qui est le premier de France en achalandise. C'est-à-dire que le bassin de chalandise émane largement, enfin, excède largement les frontières de la commune, puisque tout le bassin ouest montpelliérain vient tous les jours, du lundi au dimanche, faire ses courses ici dans cet espace. Et on voit il occupe une position qui peut ouvrir ou fermer tout ce qu'on vient de dire sur la ville relationnelle. Il peut se fermer sur lui-même, être dédié à la voiture de manière très importante, avec 7 entrées-sorties, et c'est le cas aujourd'hui. 1500 places de voitures, beaucoup de voitures qui rentrent et qui sortent depuis les confins de l'Hérault jusqu'à la ville de Montpellier. Donc il a fallu qu'on travaille, grâce au travail avec Sonnet-Alvadigno, de travailler avec les acteurs privés, que ce soit le propriétaire des murs qui revendique à peu près 60 millions de patrimoine sur cet espace important, qui justement comptait faire des aménagements importants de modernisation de cet espace des années 90-2000 à peu près, pour pouvoir le connecter davantage avec son territoire. Donc on a travaillé avec ces équipes d'architectes. Quand je dis on, c'est les élus bien sûr, mais les techniciens, nos équipes et les architectes de cette personne pour pouvoir, vous voyez, on voit l'image effectivement, à gauche on a une partie sud du centre commercial, sur la photo ici. Demain, on a quelque chose qui connecte davantage avec le sud, le fronton sud de ce centre commercial pour le rendre davantage accessible aux piétons, avec les lignes de désir qu'on voit en flou, là, vous voyez, ces bandes blanches là, qui montre que on a à la fois un piéton dans ces lignes de désir qui va de gauche à droite sans forcément se souscrire à un passage piéton bien raide et des feux tricolores, mais finalement déambule. Et au milieu, vous avez dans le concept de Sonnet-Alvadigno une bande ludique, une bande centrale qui permet aux piétons d'être en sécurité au moment du passage dans les voitures, qui restent en flux d'ailleurs assez constant. Dans le concept, ça peut étonner, mais oui, le véhicule peut, sur des flux assez importants de plus de 3000 véhicules jour, conserver pour les piétons cette transversalité dont je parlais tout à l'heure. Donc à droite de l'image, vous avez des commerces plus petits en nombre, mais qui permettent de relier pour le piéton des commerces de petites factures, avec à gauche le grand centre commercial qui lui aussi, on voit à gauche, il y a la Poste aussi qui est installée ici dans le centre commercial. Et puis vous avez des banques, des assurances évidemment aussi. Un point là-dessus sur la partie commerciale. Dans le concept de Sonnet-Alvadigno de la ville relationnelle, il vaut mieux éviter tout ce qui ne relève pas d'animation, c'est-à-dire, je viens de les évoquer, les banques, les assurances, ça ne fait pas vivre la ville dans le sens de la vie relationnelle. Il vaut mieux des commerces animés, type restaurant, type commerce ouvert sur l'espace public, bien sûr. Ça, c'est un des exemples. On arrive à travailler très concrètement avec les équipes privées dont je parlais tout à l'heure, et ça, c'est très positif.
N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever la main d'ailleurs pour si vous souhaitez poser des questions en direct. Moi, j'avais encore quelques questions bien sûr à vous poser, à évoquer, notamment en lien avec ce projet, enfin les nouveaux aménagements que vous envisagez de faire. Puisqu'on est sur un cas finaire sur les enjeux santé et environnement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu, cette dimension santé environnementale, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu mesurer ou aborder, ou est-ce que c'est des thèmes qui ressortent dans le cadre des consultations publiques ou que vous pouvez par exemple aborder avec les commerçants, avec les aménageurs classiques, on va dire. Est-ce que c'est un sujet qui ressort et dont ils ont conscience que ce modèle voiture, espace contraint, absence de lieu de rencontre, est-ce que c'est des choses qui parlent finalement? Oui, alors effectivement, je pense que de manière philosophique, tous ces points parlent à tout le monde. On voit que dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, on a réussi quand même à comprendre que les questions environnementales, climatiques, voire de santé générale, l'alimentation, le déplacement, le mouvement, etc., sont des sujets très importants pour la vie de nos familles, de nos parents, de nos enfants. Donc tout le monde a à cœur cette philosophie-là, prendre soin de soi, prendre soin des autres, etc. Par contre, quand il s'agit de la décliner dans l'espace public, quand il s'agit de réduire la place de la voiture, à la fois pour un commerçant, pour une famille qui va à l'école et qui a l'habitude de prendre des trajets de A à B à C, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien tout ça, ça demande un peu de temps. Ça demande une acculturation, je pense qu'il y a deux échelles de temps. Il y a celle de la compréhension, et puis ensuite il y a celle de, vous savez, quand on dit la conscientisation, c'est la moitié du chemin, le reste c'est complètement inconscient. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut sans cesse aller argumenter, expliquer, exposer, montrer en benchmark ce qui peut se passer dans d'autres villes, parce qu'effectivement, on n'est pas le premier à imaginer ce type de choses. Donc, dans la partie du soin de soi, de l'autre, du vivant, la question des mobilités douces, du dehors, le contact avec la nature, la rencontre, la question écologique et environnementale, et les gens la comprennent. Quand je discute avec eux de tout ça, vous voyez, je pense qu'autour de la table, personne ne va dire ah ben oui, non, il faut faire l'inverse, il faut remettre des voitures partout et des autoroutes avec des radars, avec des Mhm. hypermarchés des années 70, avec des caddies pleins. Non, tout le monde comprend que venir plus souvent à vélo dans un hypermarché, sur le modèle des halles qui a traversé les siècles, hein, en fait, dans les cœurs de ville, qui est un modèle de rencontre finalement, puisque tous les jours on venait laver son linge ou bien faire ses courses au cœur du village et on se rencontrait. Au fond, les gens venaient certes acheter à manger, s'échanger des denrées, mais en même temps ils venaient se rencontrer. Et c'est pour moi le sel de la vie. C'est ce qui permet de se mouvoir, de se rencontrer et d'être vivant, à la fois d'un point de vue physique, mais aussi cognitif. On travaille beaucoup avec les générations âgées, les seniors, sur la rencontre. Évidemment, c'est important pour eux. On parlait des commerçants qui sont plutôt avec un raisonnement court-termiste, qui comprennent la philosophie, qui comprennent que les travaux, que moins de voitures, ça peut générer une baisse de chiffre d'affaires ou pas d'ailleurs, mais il faut leur démontrer que oui, plus de gens, plus d'enfants, plus de seniors viendront plus souvent dans les commerces. Et donc ça appelle une démonstration. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement parler de ces freins, mais ensuite il faut montrer que ces freins sont assez brefs dans le temps, que le chiffre d'affaires ne va pas diminuer, qu'effectivement il faut montrer à un senior que oui, il peut venir dans un hypermarché à pied, même s'il a une canne et qu'il voit beaucoup de voitures, oui, demain il pourra, parce que les sens de circulation ont évolué, la végétalisation a permis de pouvoir, et les bancs ont permis de pouvoir tous les 150 mètres venir dans le commerce, et donc peu à peu rassurer. Et ça prend du temps. Par exemple, je te disais tout à l'heure, oui, les parents doivent être convaincus du fait que traverser l'école alors qu'il n'y a plus de barrières et qu'il y a des voitures, eh ben oui, ça peut écraser un enfant dans l'esprit des parents, dans les représentations, vous voyez, Mhm. mentales vis-à-vis de nos enfants. Et donc, comment demain est-ce qu'on a, par l'aménagement, répondu à des freins qui sont essentiellement psychologiques, qui sont liés de nos représentations de ce que c'est qu'un espace public, de comment fonctionnent les villes. Mais on a des images des villes qui sont des villes rapides, bruyantes, minérales, grises, sonores. Et donc, forcément, on a une vigilance particulière
je pense tous, hein, de ces villes hyper compliquées pour l'être humain, et donc dont le cerveau est en vigilance permanente. On entend faire des espaces où la vigilance baisse, où on est en lâcher prise, où on sait qu'on est davantage prioritaire. Et ça, c'est effectivement entendu. C'est entendu, et donc le fait aussi d'avoir le temps long, hein, tout ce que je viens de dire, ça se fait pas mardi prochain. On voit bien qu'on installe les choses petit à petit, l'aménagement petit à petit, le phasage des travaux petit à petit. D'abord, d'un point de vue budgétaire, on n'a pas les moyens de tout faire en même temps. Tout à l'heure, je parlais d'une rue Parc, on l'a fait en 2025. C'est un début. Et on voit bien comment les choses se déclinent à l'échelle, tout ce qu'on vient de se dire, hein, à l'échelle de 10-15 ans, forcément. Bah, justement, puisqu'on parle du temps long, puisque on est quand même dans un bouleversement, une transformation assez forte de nos espaces collectifs. Pour vous, c'est quoi les défis qui nous attendent demain ou après-demain pour ancrer cette manière de penser vraiment dans les manières d'agir de la ville de Juvignac? Les défis, ils tiennent pas mal à ce que je viens de dire, au fond, c'est-à-dire, c'est vous savez, c'est la moi, je pense la concertation, elle est très importante. À partir du moment où vous faites parler des gens entre eux, pour essayer de décliner ce type de projet, que ce soit des commerçants, des familles, des techniciens, des élus. Bon, à partir du moment où vous les mettez ensemble de manière, un petit peu, autour de table, de cartographie, autour de peu importe, dans une maison de projet, comme j'ai dit tout à l'heure, un forum expo, heu, en amende, et cetera. Il y a c'est la parole des citoyens entre eux qui permet finalement de décliner les expériences de chacun, vis-à-vis de l'autre. Et c'est justement, ces partages-là qui sont pour nous les défis d'aujourd'hui, pour répondre à l'intérêt général qui finalement est ressenti au fil des échanges par ces mêmes personnes. Donc des personnes qui viennent sur les freins en disant: «Moi jamais de la vie, j'irai à pied», ou «Mon enfant», ou «Moi senior», ou avec une canne ou un fauteuil roulant, parce qu'il y a ces temps d'échange et qui prennent un peu de temps, et bien demain l'acceptabilité, de se dire: «Ah bah oui tiens, et si finalement j'y allais en bus, et si finalement j'y allais à pied à l'école», je dis n'importe quoi, on a lancé le 1er avril un écolibri, c'est-à-dire un vélo à 8 places pour tous les enfants en bois. Alors il y a quelques villes en France qui l'ont acheté, nous on l'a acheté il y a quelques semaines. Et donc les enfants pédalent sur un trajet identifié, un peu comme un bus avec des arrêts, avec un conducteur sur un vélo, donc en bois électrique, hein, mais tout le monde pédale. Et derrière, ça engage quoi? Ben, ça engage les discussions sur les réseaux sociaux, entre parents, et alors ça marche comment et par où ça passe? Au fond, les gens sont à la fois surpris, ensuite ils sont étonnés, étonnés, surpris. Ensuite, ils se sont intéressés, et une fois qu'ils sont intéressés, les freins viennent, les représentations négatives, et ensuite derrière, l'expérimentation permet de montrer que, en fait, ça marche. Et donc, dans le sillage de cet écolibri, on peut avoir tout d'un coup des vélos qui se développent. Montpellier a mis en place, moi je suis délégué au Piscyclab de la métropole de Montpellier, à titre de conseiller communautaire en parallèle, et donc on a mis en place une prime de 500 € pour l'achat d'un vélo électrique neuf pendant 3 ans. Donc ça a permis à 50 000 vélos sur Montpellier d'être achetés. C'est quand même pas rien. Juvignac, c'est aussi une topographie chahutée importante avec des déclinaisons. Bon. Donc tout ça a permis la possibilité cognitive du vélo dans la ville, et d'essayer de lutter contre le raisonnement binaire, vélo contre voiture. Nous, on préconise le fait que tout le monde puisse avoir le choix dans les usages. Donc le choix de la voiture, le choix du vélo, etc. Mais dans la liberté de choix, on va angler pour faire en sorte que les gens, les familles le matin, se disent: eh bien, si on y allait en vélo, et si on se levait un peu plus tôt, et du coup, si on pouvait se dire: j'y vais à pied, j'y vais en vélo, plutôt que d'y aller le plus vite possible à l'école et repartir avec le stress, etc. Donc les défis pour nous, ben, on est en plein dedans, avec les équipes. C'est ce travail de concertation, de conviction, d'acculturation, de benchmark, de montrer ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Ça pour nous, c'est le défi là sur l'année qui vient, et la démonstration sur l'année qui suit et l'année suivante, parce qu'effectivement c'est du temps long, de la possibilité de tout ce qu'on se dit. Et si vous deviez conseiller ou orienter ou transmettre à d'autres collectivités quelque chose à partir de cette expérience, quel serait votre message pour ces autres collectivités? Par quoi il faut commencer ou quel est
le message principal qu'on peut passer à d'autres collectivités de la taille de Givignac ou d'autres tailles plus grandes, plus petites Bon, déjà, un préalable, je me garderais bien de conseiller quoi que ce soit à qui que ce soit dans cette pièce virtuelle. Bien sûr, chaque ville, chaque expérience, chaque territoire a sa spécificité. Vous avez compris, nous, on est une porte est-ouest de la ville de Montpellier, une culture de la voiture très importante, etc. C'est pas le cas partout. Et puis, voilà, je pense que bon, cette précaution dite, je pense que le travail technique tel qu'il est connu dans les services administratifs peut aussi s'alimenter de ce qu'on a dit avec le concept de ville relationnelle, mais ça peut être d'autres personnes que Sonia Avellino, hein, sur ces approches transversales aux solidarités, à la culture, à l'urbanisme, que dis-je, enfin, au scolaire, etc. Donc c'est vrai que toutes les directions, à mon avis, devraient être intéressées à une approche plus sensible de l'espace public. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais Juvignac n'a pas de salle historique, culturelle, etc. On décline beaucoup d'animations et d'événements culturels, sportifs, sociaux, festifs dans l'espace public. Et en plus, on est dans le sud, on a la chance d'avoir quand même du soleil bien souvent comme aujourd'hui. Donc c'est pour nous important. Ouais, on a cette spécificité que peut-être d'autres n'ont pas. Ensuite, il faut, je pense, accepter le temps long. Ça se fait pas ni dans un coin d'un bureau entre un élu et puis son ingénieur à l'Urba. On doit être en co-construction, forcément avec on l'a dit, hein, les commerçants, les habitants, les usagers, les associations. Et puis les élus qui voilà, donc c'est du monde à convaincre, c'est du monde c'est aussi une confiance réciproque qu'il faut pouvoir se donner pour construire ensemble quelque chose qui appartient à la ville et non pas qui soit un copier-coller de quelque chose qui existe ailleurs. Donc c'est beaucoup moi je pense qu'il faut beaucoup de monde, c'est le maire et le DPS dans un coin qui font un truc, ça c'est capital, c'est forcément, et c'est pas l'adjoint en charge des travaux ni l'adjoint en charge de l'urba, vous voyez, il ne faut pas être en silo, tant du point de vue politique que du point de vue administratif. Ça, c'est pour moi une des clés fondamentales. Très bien, ça serait presque une parfaite conclusion. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, Lucien Divino, qui avait aussi une question à vous poser. Donc on va prendre la Oui, question aussi. bonjour, merci. Donc, je travaille avec Stéphanie au CEREMA. Justement, je vous avais envisagé, là, voilà, ça se fait pas tout seul, il faut tout le monde autour de la table. Est-ce que vous avez, avec Sonia particulièrement, qui travaille beaucoup avec différents publics, envisagé, je sais pas, on va dire, un temps de retour, une enquête auprès des usagers, euh, différents types d'usagers d'ailleurs, différents groupes de population et aussi les commerçants, peut-être aussi le groupe d'irréductibles utilisateurs de la voiture, pour avoir leur ressenti après travaux, quoi. C'est une très bonne question de se dire comment dans la chaîne de concertation, ben, il y a un début, il y a une fin. Ou alors il n'y a jamais de fin, parce qu'on on est sur le temps long et très phasé, vous voyez, donc ça dépend de quel objet on parle, je pense déjà. On a par exemple en 2023 réuni sur plusieurs soirées avec alors là on avait un palabréo qui intervient dans pas mal de villes sur des concertations à grande échelle, 300 personnes sur plusieurs soirées qui ont travaillé sur des tables de 10 personnes, 40 enfin bon, c'était une grosse organisation de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas dans le cœur de ville. Donc, par exemple, et donc, tous les verbatim ont été pris. Ensuite, derrière, il y a eu toute une déclinaison de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et ce qu'on peut pas faire, pourquoi on peut pas le faire. Et c'est oui, c'est non, ou on met à l'étude. C'est quelque chose finalement qu'on décline à petite et grande échelle depuis pas mal d'années. Et ensuite, derrière, c'est effectivement, vous avez raison, c'est une fois que c'est fait, eh bien, on questionne les usagers. Mais comme les usagers au départ ont été partie à la décision, on peut imaginer que tout le monde est dans l'intérêt général et que derrière, les irréductibles, il y en aura toujours, pendant, après, pourront nous interroger à nouveau. Mais vous avez raison, il faut qu'on mette en place, sur ces questions de ville relationnelle, on l'a eu fait sur d'autres objets, mais pas sur celui-ci, quand on aura imaginé, quand on aura fabriqué l'espace public ici et là sur tout ce qu'on vient de se dire, eh bien, bien sûr, on ira questionner les usagers
d'une rue parc ou bien d'un square ou bien d'un équipement ludique et sportif pour pouvoir vérifier que l'intérêt général a été respecté. Et puis, moi, convaincre les irréductibles ici et là, j'y crois pas trop. On fait jamais 100% d'heureux quoi qu'on fasse, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut accepter du fait que l'intérêt général, c'est la moitié plus un, ou en tout cas, c'est ce qui, dans les valeurs et les principes qui nous guident, correspond à ce que d'autres équipes en face des oppositions, par exemple, ne feraient pas. Donc forcément, l'opposition, légitimement, c'est la démocratie, a le droit de dire, de toute façon, ce que vous faites, ça ne va pas du tout. Et ça, je le respecte, on ne peut pas faire 100%. Donc les irréductibles, quels qu'ils soient, il faut l'accepter. L'important, c'est effectivement respecter ces principes, ces valeurs, cette méthodologie de travail tout au long, et d'avoir le respect de l'honnêteté intellectuelle de dire, ben ça, on l'a échoué, ça, on l'a réussi aux yeux des habitants. Et ça, moi, j'ai aucun mal à l'humilité de cela. Merci beaucoup. Merci, ça a suscité une autre question, cette première réponse de monsieur Aurélien Faré. Je vous laisse Oui, la parole. bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de votre partage. J'accompagne pas mal de collectivités territoriales sur les enjeux de transition écologique et je note que là, vous êtes vraiment dans un changement de paradigme quasiment. La question que je me pose, c'est comment est-ce que vous avez emmené l'équipe municipale, que ce soit les élus ou les services, parce qu'on sait qu'il ne suffit pas de présenter un schéma intellectuel aussi magnifique soit-il, et avec quelqu'un qui a l'autorité scientifique pour le faire, pour que ce changement vraiment de paradigme ait lieu. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des petites choses à partager là-dessus? Parce qu'il me semble aussi que ça se joue parfois à des petites choses. La manière d'échanger avec les autres élus, la manière de présenter les équipes et de faire infuser tout ça à tous les niveaux. Merci. Oui, je pense que effectivement, c'est pas parce que le maire dit quelque chose ou que le DGS l'imprime dans ses équipes que derrière ça. Bon. Mais je pense, ça faisait plusieurs années qu'on essayait de maturer l'identité de la ville de Juvignac. Finalement, au fond, qu'est-ce qui présiderait à notre manière de penser l'aménagement, à le décliner dans l'espace public, mais aussi dans la morphologie presque bâtimentaire, publique, mais aussi privée, les habitations, comment elles se mêlent intelligemment. Bon. Et effectivement, c'est pas parce que le maire le dit ou que le DGS envoie une réunion que ça se passe. Moi, je pense qu'on a eu la chance de rencontrer des personnalités. Il faut rencontrer Sonia Lavadino pour le comprendre. C'est quelqu'un qui vous embarque. Je pense qu'on le voit au niveau, dans vos entreprises comme dans politique nationale. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous embarque, qui vous fait rêver, ben jamais vous irez. Déjà, il faut que vous rencontriez quelqu'un qui a et cette possibilité d'embarquer et en même temps les références, l'expérience qui permet de dire ah bah oui, effectivement c'est pas quelqu'un qui est juste qui a une théorie mais qui la décline. Donc moi on a été séduit par quand je dis on, c'est donc les élus et les techniciens. Moi le premier, donc je l'ai dit dans le congrès des congrès des chercheurs en activité physique et sportive il y a 3 ans. Moi, j'ai été scotché. Il y a eu des articles dans la presse derrière sur cette personne qui est venue dans Montpellier, bon, que personne connaissait. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc, ça a été important pour moi de prendre ses coordonnées et d'aller essayer Et elle a vite convaincu autour. Parce qu'elle parle mieux que moi sur ces concepts qu'elle décline depuis des années déjà. Moi, j'en parle, vous voyez, en même pas une heure, mais on a mis avec la DGS les équipes dans des réunions au départ, en disant ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ça, il y a eu plusieurs réunions en présentiel ou en visio avec elle pour, dans la salle du conseil municipal, réunir 50 personnes en même temps, sur des soirées entières. Donc ça a été comme ça des enjeux de questions-réponses, de doutes, de freins, d'ambiguïté, ce que vous venez de dire, pour pouvoir faire en sorte qu'elles répondent. Parce que moi aussi, j'étais à convaincre. Je restais à convaincre sur beaucoup de choses. Et c'est ces mois et ces mois et ces mois de travail avec elle qui nous ont permis de dire, OK, on est capable de ensuite aller plus loin. Une fois la culturation faite, la culturation, ça comprend la prédisposition à l'ingénierie pour les équipes. Et c'est cette prédisposition qui, derrière, a fait en sorte de l'opérationnalité. Et j'ajoute qu'on a mis dans ces équipes de 40-50 personnes à chaque fois les services de la métropole technique, du pôle voirie dont nous faisons partie à Juvignac, les techniciens des mobilités de la métropole de Montpellier. On a quelque part exigé leur présence. Et c'est ce qui... parce que
on ne peut qu'infuser comme un thé ensemble. On ne pouvait pas ensuite restituer ce qu'on nous avait dit. Il fallait qu'ils aient au moins la parole, l'échange, la question, le doute de leur part en séance. Et c'est le fait d'être ensemble, je pense, qui fait que cette infusion fonctionne. Merci. Merci, monsieur le maire. On parle d'infusion, de temps long. Donc ça suscite chez moi une autre question. C'est parmi l'environnement un peu institutionnel qui peut accompagner la ville de Juvignac dans cette transformation, qui peut aussi permettre d'avoir accès à des financements ou de consolider aussi les projets, de les ancrer un peu dans ce temps long qui demande quand même à la fois énergie, financement, ressources humaines. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vous ont accompagné? Vous avez déjà cité donc la métropole, donc Montpellier dans son ensemble, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs à souligner, à mentionner? Peut-être déjà pour parler de la ville de Juvignac, nous déjà, on décline le budget sur une dizaine d'années en proaction. Depuis 10 ans, donc investissement, fonctionnement, on se projette sur 10 ans. Sur les grandes tendances, hein, évidemment. Donc forcément, tout ce qu'on se dit, on l'a décliné sur plusieurs années dans nos budgets. Sur la métropole de Montpellier, en dehors du budget métropolitain dédié à la voirie, qui est fixe pour chacune des 31 communes, je ne sais pas si c'est comme ça en d'autres métropoles, mais en tout cas sur la ville de Montpellier, on a un budget fixe, environ 1 million d'euros par an, qui nous permet de travailler la voirie, mais aussi les abords de la voirie, la végétalisation au bord de la voirie, tout ce qui relève de la compétence métropolitaine sur Montpellier. Mais en parallèle, il y a tout un contexte budgétaire métropolitain qui est travaillé par l'équipe de Mickaël Delafosse, président-maire de la ville de Montpellier aujourd'hui, sur les mobilités actives, et notamment des millions d'euros, 700 millions d'euros sur le mandat, qui ont permis de pouvoir aménager l'espace public sur des grandes architectures de déplacement est-ouest, nord-sud de la métropole de Montpellier, donc pour les 500 000 habitants, et donc de dégager des financements propres à la métropole de Montpellier, donc, qui ne pèsent pas sur le budget communal, bien sûr, pour pouvoir accompagner ce mouvement-là à travers des financements très importants sur nos propres rues, parcs, pistes cyclables évidemment, aménagement piéton, marchabilité des villes, tout ce qu'on s'est dit, végétalisation, les bancs, voilà. Et donc il y a comme ça, en dehors du budget communal, des réponses importantes. Sur les financements extérieurs, j'ai envie de dire que l'État ne nous accompagne pas principalement, bien sûr, encore que sur les équipements publics. Par exemple, j'ai parlé du complexe sportif ludique intergénérationnel qui ouvre ses portes. On l'a inauguré il y a une semaine. Eh bien, là, l'État peut nous accompagner sur l'équipement lui-même, qui lui est pensé dans le concept de la ville relationnelle par nous. Et l'État, lui, va financer un équipement pour le Fonds vert, par exemple, ou pour des déclinaisons, la DRAC sur un équipement culturel, par exemple. Sans qu'il ne finance lui-même la ville relationnelle, bien sûr, il finance un objet qui, lui, est pensé comme tel, par nous. Après, je n'ai pas d'exemple de cofinancement extérieur, principalement, mais on pourrait citer la région, évidemment, dans le volet CPER, par exemple, ou bien le département, qui, pareil, peuvent accompagner des projets de la ville que nous pensons dans le cadre de la ville relationnelle, mais qui viennent être financés par des, comme vous le faites dans vos collectivités en général, hein, c'est-à-dire avec des aspects de financement qui sont propres. Ça peut être des financements de l'État sous diverses formes. Eh ben, merci beaucoup. Je vois le temps qui file, il est déjà 10 heures et il y a plusieurs participants qui doivent déjà nous quitter. Donc, on va arriver au mot de la fin de ce caffinaire. Je pense qu'il y a un mot qui ressort dans la messagerie, c'est que c'est impressionnant. C'est vrai que cette capacité de passer d'un concept qui est très attractif et puis qui répond à énormément d'enjeux, qui est capable de les synthétiser, des
des enjeux voilà, de changement climatique, de lien social, de reconquête de nos espaces collectifs, de mobilité. Donc cette capacité à travers cette ville relationnelle à concrétiser et à rendre ça vraiment vivant dans la commune de Juvignac, c'est très impressionnant. Donc j'espère que chacun pourra repartir avec des clés pour aller plus loin et porter cette parole pour infuser, enfin planter ces petites graines qui permettent finalement au projet de germer à long terme, comme vous le dites si bien. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour nous, monsieur Savy? Non, encore une fois, je voudrais simplement vous remercier, vous le CEREMA, le travail que vous faites au quotidien. On bosse beaucoup avec vous et puis on étudie beaucoup ce que vous pouvez décliner au niveau national. Donc merci à vous, Madame Favre. Et puis en plus, je suis ému aussi puisque c'est votre dernier, donc premier pour moi-même et le dernier pour vous. Merci à vous pour ce travail préalable, à vos équipes, au CEREMA. Et puis à tous les participants, je n'ai pas de message particulier à donner aux collectivités. Je me garderai bien de donner évidemment des leçons à quiconque. Un grand merci pour votre disponibilité, pour votre aussi capacité à présenter de manière très spontanée mais à la fois très claire votre expérience. Je pense que ça donne envie de s'y pencher. Moi, ce que je dirais comme mot de la fin, c'est qu'il faut aller voir finalement, il faut se déplacer, il faut venir vous rencontrer. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de redécouvrir Montpellier et surtout Juvignac. Donc, c'est une formidable idée de voyage pas très loin de chez nous. Nous, on est basé, enfin moi j'habite à Annecy, mais mon travail pour l'instant c'est à l'île d'Abo à côté de Lyon. Donc tout ça est accessible et ça donne effectivement envie d'aller visiter Juvignac. Donc un grand merci à vous, un grand merci à tous les participants pour votre attention. Pour les questions, encore une fois, tout ça sera en replay. Donc le replay en général fonctionne bien. N'hésitez pas à rediffuser, à profiter de ce témoignage. Il y a des extraits qui sont particulièrement éloquents, avec des images, avec des mots voilà, simples, mais qui parlent à tout le monde. Donc, on mettra le replay en ligne dès que possible et il reste à vous remercier et donc à vous donner rendez-vous dans le cadre des cafinaires, alors pas à titre personnel mais au titre du CEREMA, à partir du mois de septembre. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Au revoir. Merci, un grand merci, au revoir.